Bonjour William T. Bonjour Damien. Vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Alors avant que l'on fasse un point d'étape sur la primaire républicaine, je voudrais que l'on commente avec vous l'actualité qui gravite autour de Donald Trump. L'ex-président américain, je le rappelais dans l'introduction, a été condamné à 355 millions de dollars dans une série d'affaires dont on va parler tout de suite. Le juge l'a également interdit de diriger une entreprise pendant 3 ans dans l'État de New York. Très concrètement, de quoi l'ancien locataire de la Maison-Blanche s'est-il rendu coupable ? Il est coupable d'avoir effectué des fraudes financières, des malversations, parce que souvent, lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, vous faites des montages fiscaux, surtout aux États-Unis, où la réglementation fiscale n'est pas la même en fonction des États. Et en fait, il a été accusé, mais c'est ce qu'avait révélé Hillary Clinton en 2016, de ne pas avoir payé d'impôts, notamment de ne pas avoir payé toutes ses charges et tous ses dus à l'administration fiscale, notamment à l'administration fédérale. Et c'est pour ça que et l'administration fédérale et l'administration de New York sont revenus vers lui dans un procès pour qu'il règle son dû. Et avec un certain arriéré de retard de paiement, plus une amende qui est conséquente, on arrive à un montant qui est extravagant, celui de 355 millions de dollars. 355 millions de dollars, la somme paraît assez incroyable. Oui. Franchement, dans ce genre d'affaires, c'est assez commun. C'est assez commun aux États-Unis. Nous, on n'est pas habitués parce que nous, souvent, en fait, le juge raisonne en fonction de plafond, de seuil, etc. Mais aux États-Unis, ça peut aller très loin. Par exemple, quelqu'un qui peut tomber par terre en civil, elle peut accuser McDonald's d'avoir tombé, parce qu'elle est tombée par terre à cause de mauvais travaux, de payer 500 000, 1 million de dollars, etc. Donc, les litiges civils et pénaux ne sont pas les mêmes que les nôtres et les plafonds ne sont pas du tout les mêmes parce qu'ils ne résonnent pas du tout de la même manière. C'est la différence entre le droit anglo-saxon et le droit continental. Sur le cas précis de Donald Trump, là où c'est très compliqué, c'est qu'en fait, si sa fortune s'y met entre 3 et 4 milliards de dollars, souvent, ce n'est pas en fait ce qu'il a en compte en banque, c'est en cumulant ses actifs, ses actions dans la Trump organisation. Mais par contre, en cash, il a lui-même annoncé qu'il n'avait que 400 millions de dollars. Donc ça veut dire que là, il a quasiment englouti son cash dans son procès et ce n'est pas le seul. Et il va faire appel, c'est ce qu'il a annoncé de toute façon à la suite de ce procès. Alors évidemment, Donald Trump n'est pas très heureux dans cette affaire. Il a qualifié le juge de véreux, la procureure générale de complètement corrompu. Il fustige une justice aux mains des démocrates et se dit victime d'une chasse aux sorcières. Il s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet lors d'un meeting, c'était le 17 février dernier. Je vous propose de l'écouter. This is merely an election interference ploy by a crazed lunatic attorney general. Did you ever see this attorney general? She's a lunatic. Working closely with a very bad judge. No jury was allowed. I wasn't allowed a jury. En réalité, lorsque l'on découvre cet extrait, on se rend compte que la rhétorique de Donald Trump est toujours la même. Tout est complot contre lui. C'est la rhétorique qu'il utilise principalement depuis 2016 en disant que lui, il est le candidat des oubliés de l'Amérique profonde et qui combat l'establishment. L'establishment étant très large, ça peut être à la fois les élites de Washington, les élites financières, mais surtout en fait les différentes élites qui composent l'administration américaine, qu'elle soit fédérale, à un niveau plus local. Parce qu'il faut le rappeler clairement, en fait, aux États-Unis, il y a une partie des juges qui sont élus. Donc en fait, en fonction de l'État où vous êtes, ils sont plutôt démocrates ou plutôt républicains, et une partie des juges fédéraux qui sont nommés directement par l'administration. Quand vous arrivez au pouvoir aux États-Unis, quand vous devenez président des États-Unis, vous avez ce qu'on a en place un spoil system, et donc du coup vous virez une partie de l'administration précédente et vous pouvez les remplacer par des personnalités qui sont plus ou moins affiliées à un parti. Si c'est un président démocrate, donc des démocrates; si c'est un président républicain, plutôt des juges qui sont plutôt républicains. La difficulté qu'on a, c'est que autant à l'époque, jusqu'à peu près aux années Obama, vous aviez des personnes qui nommaient des personnes qui étaient consensuelles et plutôt en fonction de leurs compétences, même s'ils avaient un degré d'appartenance politique. Là maintenant, depuis à peu près la fin d'Obama et depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, puis celle de Biden, vous avez par contre des nominations qui sont de plus en plus politisées et une justice qui est effectivement beaucoup plus politisée, que ce soit d'un point de vue démocrate ou des républicains. Je peux prendre 2 exemples. Vous avez eu beaucoup d'affaires concernant Donald Trump et qui ont été invalidées par la Cour suprême, et dans le même temps, Donald Trump a nommé des juges de la Cour suprême qu'il a utilisés pour politiser la justice et notamment à mettre un terme aux fameux arrêts qui suppriment le droit constitutionnel à l'avortement. Donc vous êtes en train de dire que finalement, quand Donald Trump dénonce une justice aux mains des démocrates, dans ce cas précis, il n'a pas complètement tort. Dans ce cas précis, ce n'est pas totalement le cas, mais sur un certain nombre d'affaires, notamment sur les affaires qui ont visé à enlever son nom des bulletins dans certains États, notamment au Nevada, effectivement, c'était litigieux. Oui, c'était litigieux, absolument. Alors les affaires judiciaires dans lesquelles Donald Trump est empêtré sont nombreuses, mais l'un des procès les plus attendus est sans aucun doute celui du Capitole, de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le procès fédéral devrait commencer normalement début mars à Washington. Il risque quoi dans cette affaire, Donald Trump ? Alors là, on rentre sur les affaires qui sont beaucoup plus compliquées parce que sur l'ensemble des autres affaires, ce sont des affaires qui le mettent en danger d'un point de vue financier, d'un point de vue électoral, d'un point de vue opinion publique. Est-ce que l'opinion publique est capable de se retourner ou pas ? Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que ça solidifiait sa base républicaine, mais qu'on avait un doute sur les électorats plutôt indépendants, modérés, etc. Ensuite, après, on arrive sur des affaires qui sont 2 pour moi qui sont très compliquées, peut-être une 3e.
troisième. La première, c'est l'affaire de tentative de renversement des élections sur les États de Géorgie, d'Arizona et du Wisconsin. Il y a l'affaire de tentative d'insurrection du Capitole. Et une troisième affaire, c'est sur l'affaire des documents qu'il a emmenés qui étaient classifiés à Mar-a-Lago. Tout à fait. Donc sur cette affaire-là, c'est à peu près la même qui avait coûté l'élection à Hillary Clinton en 2016, en tout cas qui l'avait conduit à perdre de peu l'élection face à Donald Trump. Donc ça pourrait le mettre en danger, surtout d'un point de vue électoral plus que d'un point de vue pénal. Sur les deux autres affaires, mon pronostic, je n'ai pas accès à tous les éléments du dossier, mais par rapport aux éléments que nous, on dispose d'un point de vue public, c'est que sur l'affaire d'insurrection du Capitole, il ne sera pas condamné parce qu'il y a un ensemble de déclarations auxquelles il a demandé aux personnes de renoncer en disant « faites attention aux hommes qui sont en uniforme, nous sommes le parti de la loi et l'ordre, etc. » Donc, il a tenté d'apaiser. Là où je pense que pour moi, ce sera très compliqué, et là où ça va être parce qu'il y a des enregistrements qui montrent qu'il a tenté d'interférer dans les élections, c'est quand il a appelé notamment le secrétaire d'État de Géorgie pour faire annuler l'élection, et notamment le collège électoral, et notamment renverser l'élection. Et ça a été démontré aussi par les appels et les pressions qu'il exerçait envers son ancien vice-président Mike Pence, qui était à l'époque président du Sénat, et donc celui qui tenait le collège électoral, pour faire annuler le scrutin et notamment faire annuler une partie. Et là, il risque quoi, une inéligibilité ? Il risquerait une inéligibilité, je pense, en raison du 14e amendement, notamment de la Constitution. Et surtout, je pense que ça le mettrait beaucoup plus mal, parce qu'en fait, tout simplement, si par cas ça s'est avéré complètement, je pense qu'il aurait très peu de chances de gagner l'élection. Alors, autre actualité que je voulais commenter avec vous, William T, c'est la mort d'Alexei Navalny le 16 février dernier. Donald Trump est resté silencieux pendant 48 heures, alors que les dirigeants occidentaux ont tous unanimement, si j'ose dire, accusé Vladimir Poutine de lui avoir ôté la vie. Pourquoi l'ex-président américain est-il resté silencieux pendant si longtemps ? Est-ce que c'était une stratégie de sa part aussi de ne pas vouloir prendre position si rapidement ? Il a une difficulté, c'est que d'un point de vue ligne politique, nous, ce qu'on avait vu depuis qu'il arrivait en pouvoir, même qu'il est rentré en politique en 2015-2016, c'est qu'en fait, il veut reconfigurer l'architecture mondiale, auquel il considère que même Obama pensait la même chose, que la nouvelle architecture mondiale est centrée sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Si par cas vous considérez que c'est la nouvelle rivalité mondiale et que c'est le seul pays capable de contester le leadership aux États-Unis, vous voulez faire en sorte que le moins de pays soient liés à la Chine. Et donc sa tentative à lui, et c'est ce qu'il a tenté de faire en 2016, avant qu'on dise qu'il y ait des ingérences russes dans l'élection américaine, c'était de se rapprocher de Poutine. Il voulait que Poutine reviennent petit à petit dans son camp, comme Kim Jong-un de la Corée du Nord viennent plutôt dans son camp, pour en fait faire une sorte de containment sur la Chine et en fait mettre une pression terrible sur la Chine pour faire en sorte que les États-Unis gardent leur prédominance dans les institutions internationales et en termes de leadership, de PIB mondial, etc. La difficulté qu'il a, c'est qu'en fait, pour pouvoir dialoguer avec Poutine, il pense, c'est une supposition, il doit se dire qu'il ne doit pas le mettre à mal ou doit se comporter comme l'ensemble des dirigeants occidentaux et montrer qu'il est différent des autres. Parce que quand vous prenez l'évolution de ce qu'a fait Vladimir Poutine, il y a à peu près 3 périodes. La première, c'est de 2000 à 2008, auquel il essaie de se rapprocher de l'Occident, mais l'Occident lui tourne le dos. De 2008 à 2014, il est à peu près sur un mix anti-occidental et en même temps, il aide aussi l'Occident, notamment c'était le cas dans la lutte contre Daesh et la lutte contre la terrorisme islamique. Et après ça, notamment à partir de 2014, lorsqu'il saisit la Crimée, il est clairement sur une position anti-occidentale. Et je pense que Trump se dit, si par cas j'adopte cette position, je serai le seul avec qui Poutine pourrait dialoguer, un peu la tentative qu'avait fait Emmanuel Macron lorsqu'il avait été au château de Versailles, etc. Simplement, c'est une position très compliquée aujourd'hui pour Donald Trump, puisqu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Quelle est la position de l'ex-président américain dans cette histoire ? Il veut arrêter le conflit en moins de 24 heures. Ah oui, alors bon courage à lui. Oui, c'est pas très sérieux. Ça veut dire qu'en fait, il dit clairement qu'il va abandonner l'Ukraine et il va stopper l'aide militaire à l'Ukraine pour obliger Zelensky à négocier avec Vladimir Poutine et céder les territoires du Donbass jusqu'au sud, jusqu'à la Crimée éventuellement. Ça, c'est possible. Il pourrait arrêter une guerre en 24 heures. De toute façon, la question du conflit en Ukraine actuellement repose notamment sur l'aide occidentale, donc et de l'Union européenne et de l'aide américaine qui est la plus importante, qui rassemble, je crois, entre 60 et 65% de l'aide, entre l'aide humanitaire, l'aide militaire, etc. Et l'aide militaire étant beaucoup plus conséquente de la part des États-Unis d'Amérique que de celle de l'Union européenne. Si par cas, l'Ukraine, qui n'a pas réussi lors de la contre-offensive, avec tous les moyens militaires, chars, etc., à prendre l'avantage, vous coupez l'aide américaine, c'est très compliqué pour eux de continuer le combat, voire espérer reprendre les territoires du Donbass ou de la Crimée. Oui, William T, là vous êtes en train de souligner effectivement que les États-Unis contribuent énormément à la guerre en Ukraine et Donald Trump lui-même d'ailleurs l'a souligné aussi lors d'un meeting où il a indiqué très clairement que s'il revenait au pouvoir, il n'aiderait pas forcément les membres de l'OTAN qui ne payaient pas leur part. Est-ce que ça c'est un coup de bluff de la part de Donald Trump ou bien il est sérieux quand il dit que finalement il n'aiderait pas forcément la France si elle venait à être envahie par la Russie par exemple, s'il estime que la France ne contribue pas assez à l'OTAN ?
Alors Donald Trump adopte à peu près une méthode qui est beaucoup plus agressive dans les relations internationales. C'est la théorie du chaos organisé, celle de Richard Nixon. C'est-à-dire que vous organisez le chaos et vous faites peur à vos alliés ou à toutes les personnes qui vous entourent pour leur dire d'adopter des positions qu'ils n'étaient pas prêts à adopter. Cette position-là, du fait que les États européens ne contribuent pas assez en termes de PIB de défense, était beaucoup plus poussée. C'est-à-dire que Obama avait tenu le même speech et Joe Biden avait tenu le même speech parce que les États européens s'étaient engagés à dépenser entre 3 et 4% de leur PIB en matière de défense, qu'ils n'ont jamais fait depuis la chute du mur de Berlin. Donc je pense, mon avis, c'est que l'intérêt des Américains, c'est de garder l'OTAN parce que c'est eux les maîtres à l'OTAN. Ensuite, après, est-ce qu'ils veulent faire en sorte que la défense soit beaucoup plus équilibrée en termes de répartition pour pouvoir notamment déplacer les troupes d'Europe, pour les mettre notamment dans les zones plus sensibles, leur stratégie de les mettre notamment en Indo-Pacifique, donc entre la Chine et l'Inde. Je pense que c'est un peu ça l'objectif, donc de contribuer, et surtout la contribution des dépenses, d'augmentation des dépenses supplémentaires de l'Allemagne ou des autres pays permettrait de financer leur complexe militaro-industriel. Alors on a parlé des condamnations judiciaires de Donald Trump, on a parlé de ses prises de position qui peuvent être soumises au débat. Est-ce que Donald Trump, lors de ses prises de position et lors de ses condamnations judiciaires, est très regardé par l'opinion américaine, et est-ce que l'opinion américaine a tendance aussi à retourner sa veste au fur et à mesure que l'ancien président est condamné par la justice, par exemple? Alors là, nous, ce qu'on a vu sur l'évolution de code de popularité de Donald Trump depuis le Capitole, c'est que Donald Trump a toujours à peu près dans les grandes eaux 40% d'opinion favorable et 55% d'opinion défavorable et 5% qui ne s'expriment pas. Donc c'est à peu près une structure qui est à peu près claire. Il oscille entre 35 et 45 en opinion favorable et entre 45 et 55 en opinion défavorable. Ce qu'on a vu, c'est que l'opinion, au moment où ça a le plus baissé, ce n'est pas au moment du Capitole, ce n'est pas au moment du renversement des élections ou quoi que ce soit, c'est au moment où il perd les midterms. Ah oui. En fait, au moment où on arrive sur les élections de mi-mandat de 2022, on s'attendait à une vague des Républicains, mais elle n'a pas eu lieu en raison de la suppression du droit constitutionnel à l'avortement, qui a surmobilisé les femmes et l'électorat démocrate en faveur des candidats démocrates. Et Joe Biden a mieux résisté que prévu, parce que d'habitude, quand vous êtes président en place, vous perdez tout le temps les midterms, ce qui n'avait pas été le cas de Joe Biden, qui a conservé le Sénat. Et c'est là où la popularité de Donald Trump s'effondre, parce qu'en fait, il apparaissait non plus comme dans son camp et auprès de sa fanbase comme un winner, mais comme un loser. Et en fait, comme il a toujours été dessus, le clivage entre gagnants et perdants, c'est là où il perd le plus. Et c'est là où on voit une nette baisse. Et c'est pour ça qu'il arrive à un moment intéressant de la primaire. C'est-à-dire que la primaire l'a permis de le relégitimer comme vainqueur et comme le meilleur candidat afin de battre Joe Biden et pouvoir ramener les républicains à la Maison-Blanche, avoir une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Et c'est pour ça qu'il redevient très populaire. C'est pour ça qu'actuellement, il est, je pense, le favori de la prochaine élection présidentielle. Mais il va malgré tout aujourd'hui devoir élargir son électorat. C'est-à-dire que, effectivement, si on regarde de plus près l'électorat de Donald Trump, ce sont des électeurs qui ne sont pas très diplômés, je crois. Oui, là, il va devoir effectivement élargir son électorat aux Afro-Américains, aux personnes diplômées, aux personnes qui vivent dans les suburbs, comme on dit. Oui, tout à fait. En fait, l'électorat de Donald Trump, en tout cas sur la primaire, est caractérisé par le fait qu'il habite en zone rurale, qu'il soit plutôt de classe blanc, il soit plutôt blanc, et il soit plutôt non diplômé plutôt que diplômé. Il y a un point qui est spécifique, c'est qu'on dit souvent que Donald Trump tient des positions, c'est ce qui est reproché par les démocrates, des positions racistes, mais c'est celui qui a le meilleur taux auprès des électeurs afro-américains hispaniques depuis, je crois, Richard Nixon ou Ronald Reagan parmi un candidat républicain. Donc c'est lui qui enregistre les meilleurs scores. Et c'est pour ça que des États spécifiques comme l'Ohio ou comme la Floride, où c'est un électorat où il y a beaucoup d'hispaniques, se sont tournés vers Donald Trump lors des dernières élections présidentielles. Là où il a les plus grands points faibles, c'est auprès des indépendants qui se sont tournés vers Joe Biden plutôt que vers lui, alors qu'il avait choisi lui, plutôt qu'Hillary Clinton en 2016. Le deuxième point, c'est les suburbs, donc les habitants de banlieue, qui, pour schématiser, sont en gros les habitants, ce qu'on appelle des Hauts-de-Seine et des Yvelines, qui aiment bien quelqu'un qui est plutôt respectable, plutôt quelqu'un qui est un agitateur sur la scène internationale et sur la scène nationale, et qui est surtout très imprévisible en matière de politique publique et qui peut changer d'avis à longueur de temps et qui est très centré sur les questions d'autorité, de famille, etc. Et il n'a pas eu le comportement le plus irréprochable de la scène politique américaine des dernières années. Et après, il reste un dernier électorat, c'est là où Joe Biden a gagné, en fait, et c'est pour ça qu'il avait été choisi en 2020, et c'est pour ça, je pense, qu'il est maintenu par les démocrates. C'est qu'en fait, si Donald Trump est le meilleur et le grand champion de l'Amérique blanche et qui n'a pas de diplôme, et ben en fait, Joe Biden est parmi les démocrates celui qui enregistre le moins mauvais score. Et c'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, il est maintenu en place. C'est parce que dans des États spécifiques, quand vous regardez les États, et ben c'est lui qui enregistre les meilleurs scores, ce qui n'est pas le cas notamment d'Hillary Clinton à l'époque, ou de Kamala Harris, ou d'autres postulants à l'élection présidentielle. Là, on est en train de partir du fait et du postulat que Donald Trump va de toute façon affronter Joe Biden dans une dernière ligne droite pour la course à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr que Donald Trump sera de toute façon le candidat investi par le Parti républicain? Nous, on a établi deux
2 scénarios les plus probables et un qui serait presque irréalisable. Le premier, ce serait que Nikki Haley abandonne parce que une grande partie de ses soutiens décident que ça vaut plus le coup de continuer la bataille. Ça se jouerait entre samedi, dans la nuit de samedi soir à dimanche, si par cas Nikki Haley perd la primaire dans ce qu'on appelle son home state, la Caroline du Sud, où elle a été gouverneure. C'est ce qui s'est passé en 2016 avec le grand espoir du Parti républicain, Marco Rubio, qui était sénateur de Floride, qui avait perdu en Floride face à Donald Trump et qui avait lâché l'affaire, même s'il avait annoncé le contraire pendant toutes les semaines précédant la campagne. Le deuxième scénario pour lequel Nikki Haley abandonne, c'est qu'elle perde ce qu'on appelle le Super Tuesday, où un tiers des délégués est en jeu. Ça se joue le 5 mars. Il y a une dizaine d'États qui est en jeu, dont l'Arkansas, l'Alabama, la Californie, le Texas, etc. Et ensuite, après, le deuxième grand scénario, ce serait que Donald Trump considère qu'en fait Nikki Haley ne va jamais abandonner et qui décide de chercher ce qu'on appelle les 1215 délégués nécessaires pour être investis officiellement. Dans nos calculs, avec les sondages actuels, la sociologie des États qui est en jeu, des règles très précises, parce que ce n'est pas les mêmes règles d'allocation en fonction des États. C'est-à-dire que dans des États, c'est parfois vous prenez les 135 délégués alloués par l'État. Parfois, c'est 135 au niveau de l'État, mais c'est 25 en fonction des districts conditionnels. Donc, si par que vous gagnez un district et pas l'autre, c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe. Dans nos calculs, dans le meilleur des cas, ce qui apparaît comme très peu plausible, Donald Trump aurait les 1215 délégués le 5 mars lors du Super Tuesday, mais on ne pense pas que ce soit le cas. On pense par contre qu'il les aura entre le 12 mars et notamment le 19 mars, lors de la primaire de l'Ohio, qui lui permettra d'avoir les délégués nécessaires, vraisemblablement au vu de la dynamique des sondages. Le troisième scénario que j'évoquais, c'était pour l'instant le moins probable, au vu de comment se passe la campagne, ce serait que Nikki Haley remonte un peu dans les sondages, qu'on ait un peu un clivage comme ce qu'on avait connu entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, et qu'elle arrive à acculer Donald Trump en réunissant toutes les personnes qui voudraient s'opposer au retour de l'ancien président. Mais pour l'instant, ni le fundraising, c'est-à-dire la levée de fonds, ni les soutiens qu'elle a, ni sa sociologie de campagne ne permettent pour l'instant de s'opposer à Donald Trump. Mais si par cas la campagne dure trop longtemps, Donald Trump perdrait des précieuses ressources parce que ça joue beaucoup d'un point de vue financier, notamment des ressources qu'il a besoin, notamment pour affronter Joe Biden, qui a déjà levé plus de 120 millions de dollars pour la campagne. Et on rappelle que Donald Trump a gagné l'État du New Hampshire, qui est aussi un bon thermomètre dans cette primaire, puisque c'est un électorat beaucoup plus modéré que d'autres États, à savoir l'Iowa, etc. C'est ce qui fait dire, je crois que parmi tous les États qui restent en jeu, il y en a encore 47. Je crois que Nikki Haley peut en gagner au maximum que 4. Que 4, c'est ça. Donc, une dernière question que je voulais vous poser, William T. Est-ce que vous avez imaginé à quoi pourrait ressembler un deuxième mandat de Donald Trump? Alors là, je vous demande de vous projeter encore plus loin. Mais si demain, il s'installe à nouveau à la Maison-Blanche, est-ce que vous avez imaginé à quoi pourrait ressembler un nouveau mandat sous ce président-là? Alors, Donald Trump n'a pas du tout la même équipe de campagne qu'en 2016 et 2020. Il s'est appuyé beaucoup sur des think tanks conservateurs, ceux qui organisent la CPAC, etc. Donc, le Congrès des conservateurs, il y a un ensemble de think tanks qui sont en train de l'aider. Son équipe est beaucoup plus professionnelle au sein même de la direction de campagne d'un point de vue politique que celle qui l'entoure d'un point de vue politique public. Donc, il n'a pas du tout la même équipe. C'est beaucoup plus professionnel et c'est beaucoup plus sérieux. Il a un agenda très précis. C'est un agenda très précis, ça s'appelle l'agenda 2025, et en fait il a prévu sur le plan interne de ce qu'on appelle démolir l'État profond, donc faire la course à tous les juges qui lui ont jeté des mauvais tours, pour remettre une administration qui soit beaucoup plus forte et passer un régime qui soit beaucoup plus présidentiel. Ça c'est d'un point de vue institutionnel. D'un point de vue économique, il resterait sur la même logique, donc un surboost de l'économie américaine soutenu par la Réserve fédérale pour mettre l'économie américaine en surchauffe, ce qui permettrait en fait d'avoir une croissance qui soit beaucoup plus élevée, de tirer les salaires du bas vers le haut, ce qui fait que beaucoup d'électeurs de classe moyenne blanche en fait le soutiennent. D'un point de vue extérieur, c'est là qui nous intéresse le plus. Il a prévu d'arrêter le soutien en Ukraine ou de faire en sorte que la guerre en Ukraine s'arrête en un jour. Et je pense qu'il va concentrer le principal de ses efforts à calmer le Proche-Orient, notamment soutenir Israël, assurer la sécurité d'Israël, parce que c'est lui qui avait conçu ce qu'on appelle les accords d'Abraham, permettant en fait qu'une partie des pays du Golfe se mettent davantage vers Israël que vers l'Iran et la Palestine. Et surtout, c'est là le sujet essentiel, c'est de se concentrer ses efforts sur la Chine pour faire en sorte que les États-Unis restent première puissance mondiale. Et c'est pour ça qu'il appelle ça Make America Great Again. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, William T. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir été au